Le Canada vit et traverse avec le Québec, les États-Unis et l'Occident l'une des plus grandes crises économiques de notre époque. Le problème, c'est du jamais vu. C'est un principe de crise économique auquel on n'a jamais fait face dans notre société, au point où ce que même nos dirigeants, nos banques, nos institutions ne savent pas du tout comment réagir parce qu'ils ne comprennent pas du tout le principe de d'où vient le motif de cette crise économique. Vous savez, en 1929, la crise économique au Canada a été créée par l'accumulation de céréales. Dans un contexte de guerre, de crise, le Canada avait décidé d'accumuler massivement des céréales et des réserves alimentaires pour ses citoyens et pour des réserves de guerre, et ceci avait entraîné finalement une chute drastique de la bourse et une inquiétude auprès des investisseurs. Parce que quand on est un ministre de l'économie, quand on est un gouvernement, quand on représente l'économie d'un pays puis qu'on représente puis qu'on parle au nom de toutes les institutions boursières, ben il faut savoir que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, toutes nos actions, tous nos mots ont un acte qui réagit directement sur le principe de la bourse. Vous savez, quand on dit que Elon Musk met sur Twitter juste le mot Bitcoin ou met sur son compte Twitter juste la voiture électrique et que la demande explose en bourse et que ça fait grimper les taux d'intérêt, que ça fait grimper la demande, l'offre, ben, c'est qu'il faut réaliser. Il faut revoir aujourd'hui le concept de comment qu'avec les réseaux sociaux, qu'avec les médias, qu'avec la médiatisation, aujourd'hui les gens influents, les gens célèbres, les gens reconnus, les gens d'expertise exercent une influence directe sur le principe de la bourse économique, et ce même au Canada. La vérité, c'est qu'on critique l'administration de Justin Trudeau du Parti libéral. On dit que la nouvelle ministre, première ministre féminin de l'économie, Mme Chrystia Freeland, dilapide les ressources du pays en investissant massivement dans notre pays. Ce qui n'est pas négatif du tout, c'est même une très bonne chose dans le contexte actuel où les gens vivent une sorte de privation de richesse puis une perte du panier d'épicerie et du pouvoir d'achat. Le seul problème que ça fait actuellement, c'est qu'avec l'insécurité actuelle, avec l'économie du Canada et du Québec qui va moins bien, qui tourne un peu au ralenti suite à la pandémie, eh bien, c'est comme si en fait le Canada et le gouvernement investissaient plus dans notre économie puis dans notre société que les économies puis que la bourse économique même puis les investisseurs étrangers autant que les investisseurs locaux. Fait que c'est comme si qu'il y avait plus d'instances gouvernementales qui investissaient en termes d'aide sociale pour compenser le manque de ces investisseurs qui semblent vivre dans un sentiment d'insécurité face à leur propre argent. Il semblerait que même les riches, même les gens millionnaires, même les gens multimilliardaires aujourd'hui aient une petite gêne à investir dans plusieurs domaines. Il semblerait qu'eux aussi sont en train de se serrer la panse, comme on dit, de se serrer la ceinture et d'agir par principe d'économie face à l'incertitude et l'inflation énorme des prix et du coût de la vie. Puis c'est logique. C'est logique parce qu'il faut pas oublier que l'économie, c'est une chaîne. C'est un chaînon et que chaque partie de l'économie fonctionne ensemble comme un grand système. Ce qui veut dire que la personne qui coupe le bois, là, qui va couper l'arbre, puis qu'ensuite, ben, il transforme l'arbre, qui envoie l'arbre pour devenir du papier, puis le papier s'en va dans un média pour devenir une feuille dans un journal, puis le journal devient une idée, une expression de la culture qui s'en va chez quelqu'un. Ensuite, ben, ce papier-là, cette personne-là, elle le recycle, il s'en va dans un système de recyclage puis de récupération dans lequel il est retransformé en bien. Donc, c'est tout un système économique qui dépend autant du début que de la fin, que de la personne qui participe au milieu dans la transformation d'un produit, qui compte dans ce cercle économique. Actuellement, ce qu'on vit, on vit au Canada une diminution des importations extérieures. On voit que le PIB se porte très bien. Si ce ne serait pas des prix actuels et de l'inflation, l'économie du Canada se porterait très bien. Mais ce qu'on réalise, par exemple, sur les graphiques, c'est que la tendance post-pandémie, après cette pandémie, c'est que les importations de biens et services au Canada ont grandement diminué. Dans un pays multiculturaliste comme le nôtre, dans lequel les entreprises extérieures et étrangères faisaient vivre notre économie en nous vendant des produits beaucoup moins chers, eh bien, après cette rupture de stock, après cette pandémie où plus rien n'est pareil, eh bien,
ces importations ont chuté drastiquement. Ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de produits qui ont disparu du panier d'épicerie des gens, beaucoup de produits étrangers qui arrivaient ici avec une qualité moins chère, avec une valeur plus économique, qui aujourd'hui sont en pénurie, sont en discontinuité et qui ne sont plus accessibles pour les consommateurs canadiens. Ce qui veut dire qu'au bout du terme, le prix du panier de consommation ne peut qu'avoir augmenté au Canada avec un protectionnisme qui encourage des produits faits locaux par des entreprises qui ont plus de droits et de conditions de travail, donc dans lequel on paye plus les employés, donc dans lequel les gens payent plus pour un produit, sans avoir nécessairement l'augmentation de salaire qui va avec, juste pour tout le monde. Parce que nos exportations, eux autres, de biens et services, ils ont augmenté. On a investi beaucoup plus dans l'exportation des biens et services, alors que les importations, elles, ont grandement diminué en fermant les frontières, en mettant des règles strictes pour entrer puis sortir du pays, autant pour les produits que, avec toutes ces règles sanitaires, on a complètement, comment je pourrais dire, bouffé l'économie extérieure du Canada. On a mis un mur, on a mis un frein, on a claqué la porte, on a verrouillé les portes à l'économie extérieure du monde qui nous amenait une valeur économique pour notre propre pays, notre bourse économique. Et on voit aujourd'hui, on assiste à cette perte de revenus parce que ça faisait vivre puis rouler l'économie. Vous savez, on peut critiquer les compagnies étrangères, là, mais on ne peut pas leur reprocher de nous amener des produits moins chers qui sont peut-être faits dans un autre pays, mais qui, dans un sens, c'est pas nous autres qui fait, on dépense pas d'énergie, on dépense quasiment rien pour les faire, ces produits-là, on fait juste les payer puis les faire venir ici à moindre prix. Fait qu'au bout du compte, c'est une valeur économique pour l'économie. C'est le principe du dollarama de la bourse. On a comme un peu fermé le dollarama de la bourse. C'est ça que je pourrais vous dire. Au Canada, on a fermé la porte à tout ce qui était cheapless. Puis si c'était cheapless par mesure du fait que c'était pas environnemental acceptable, que ça respectait pas le droit du travail, on a fermé la porte à ça et on a mis des taxes écologiques. Je dis pas qu'il faut pas défendre le droit du travail, qu'il faut pas défendre l'écologie. Oui, il faut avoir des normes du travail qui sont équitables dans le reste du monde. Mais quand ça joue sur l'économie, il faut pas oublier qu'au bout du compte, notre économie dépendait grandement de ça. Fait que quand on enlève tout ça, qu'on réglemente tout ça, ça crée un manque dans la société, ça crée un manque dans l'économie, ça crée un manque dans le panier d'épicerie des citoyens qui achetaient des produits cheapless. Ensuite, on regarde que les investissements en stock au Canada ont grandement diminué, ce qui est logique avec la pandémie, tout ça a grandement ralenti. Les compagnies n'ont plus les moyens d'acheter en grosse quantité comme avant, puis faire l'accumulation de denrées puis de richesses, parce que même si tu accumules des paires de jeans puis des chandails ou que tu accumules des panoplies de téléphones et d'appareils électroniques dans le but des ventes, cette accumulation-là, c'est une richesse pour ton entreprise. Lorsque c'est pas une richesse, c'est quand le coût de la vie devient trop cher, qu'il y a des pénuries de matériaux et que finalement, ton produit, il faut que tu le vendes 3 fois plus cher sur le prix de la rareté. Donc, pendant que les compagnies ne font plus l'accumulation de richesses, ne font plus l'entreposage en gros stock et que tout ça est en voie de disparaître, ce modèle-là est en voie de disparaître, ils achètent les choses en plus petite quantité puis ils payent plus pour le faire. C'est plus cher. Donc, le citoyen le paye plus au bout du compte. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que leurs produits montent graduellement. Puis là, ce qui arrive, c'est que leurs produits le moins chers deviennent de plus en demande. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une pénurie. Ça crée une panique dans la consommation, fait que les gens se déplacent en masse pour acheter le produit le moins cher. Qu'est-ce que ça fait quand tout le monde veut acheter le seul produit qui est le moins cher? Il n'y en a plus. C'est le premier à partir ses tablettes, puis tout ce qui reste, c'est les plus chers après. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une incertitude pour le consommateur, pour l'investisseur, pour le panier de consommation. Ça fait en sorte qu'on se retrouve avec une société, avec des besoins qui sont discontinus et qui ne sont pas accessibles en tout temps pour tout le monde. Mais pas parce qu'il en manque, non. Juste par principe que faire le produit, le vendre, c'est rendu trop cher aujourd'hui. C'est rendu plus cher que ce que ça rapporte. Ça fait que si tous les produits augmentent, puis qu'ils perdent la qualité, puis qu'on réduit les portions dans les petits gâteaux, tout ça, c'est-tu tentant pour quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui est un investisseur, de vouloir investir demain matin dans une nouvelle boîte de gâteaux puis de créer le Big Cake, par exemple? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est tentant pour monsieur, madame, tout le monde, puis pour n'importe qui, même pour le monde qui a de l'argent en ce moment, d'investir dans une grosse boîte de gâteaux. Pas quand tout le monde paye son petit gâteau une fortune, puis elle remarque que tout ce qu'il fait, c'est rapetisser puis perdre du volume, puis des grammes sur la boîte. Non seulement c'est pas écologique, c'est pas bon pour l'économie,
Mais l'entreprise qui fait ça en pensant économiser, dans le fond, elle se rend pas compte que plus elle rapetisse ses portions en réduisant la quantité, plus elle paye pour de l'emballage. Fait qu'au bout du compte, ça y revient aussi cher parce qu'elle paye en termes d'emballage. Fait que tout ça, c'est une gaspille énorme qui ça revient à être payé par les consommateurs et par les entreprises, puis qui nous fait payer des petits produits suremballés beaucoup plus chers en épicerie. Et un peu partout. Parce qu'on a juste éclipsé la valeur économique, le format économique, puis qu'on n'est plus capable d'acheter en grosse quantité aujourd'hui, puis sur des bonnes valeurs. Sur des valeurs équitables, éco-responsables, écologiques, économiques. On remarque dans le dernier budget que les dépenses courantes du gouvernement ont augmenté, que les investissements des entreprises en machines et matériels ont augmenté, comme les caisses automatiques, tout ça pour remplacer les employés. Donc, ça veut dire que pendant que tout votre panier d'épicerie monte puis coûte plus cher à l'épicerie, dans un sens, il y a de moins en moins de caissiers des épiceries. Fait qu'ils économisent en plus sur le salaire des conditions de travail qu'on essaye d'augmenter en remplaçant tout simplement les employés par des machines pour que ça revienne moins cher à long terme. Donc, au bout du compte, les entreprises se payent du gros matériel électronique pour remplacer leurs employés. Ils font des économies avec la technologie, mais nos produits nous en reviennent plus chers. Il y a quelque chose de pas mesuré par rapport à ça. Rendu là, ce qu'on devrait faire en tant que consommateur, c'est boycotter les caisses automatiques, puis quitte à payer aussi cher, genre 10$ pour une boîte de céréales chez Maxi, aussi bien d'aller prendre la caisse puis de te faire emballer ton épicerie par l'emballeur, puis de profiter du travail de la caissière pour te servir. Parce qu'à ce prix-là, ça mérite un service de qualité. Pas mal plus qu'une machine robotisée, quitte à payer autant cher pour des produits. Donc, on remarque que c'est normal que l'économie ne voit pas encore les richesses actuelles. Les entreprises, les économistes, les entrepreneurs investissent massivement en bâtiments non résidentiels. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'on investit dans le commerce, puis dans les industries, puis le développement du PIB, le développement du produit intérieur brut, qui va très bien d'ailleurs, l'investissement résidentiel, lui, est en forte baisse. En fait, le marché immobilier vit une grosse crise inflationniste due à un taux boursier à la Banque du Canada qui est toujours en train d'augmenter, qui décourage tous les investissements et les investisseurs d'investir à un taux raisonnable. Et le fait qu'on ne construit pas de logements, que les matériaux sont rendus plus chers, ça fait en sorte qu'il y a une rareté qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on vend des logements à un prix hors de prix. Puis pendant ce temps-là, c'est une spirale inflationniste d'un cercle vicieux qui fait juste empirer parce qu'il n'y a aucune action concrète pour le gouvernement de plafonner tout ça. De réaliser finalement que dans la conjoncture actuelle, c'est impossible que le marché immobilier au Canada revienne comme il était et qu'il se reprenne en main tout seul. C'est un cercle vicieux qui va juste s'enfoncer jusqu'à la détérioration de notre patrimoine locatif. Donc, sans intervention du gouvernement pour agir dans le logement social et inverser la tendance et fixer des règles sur les prix et des règles de consommation raisonnables vis-à-vis des consommateurs, on ne bougera pas de là parce que pendant ce temps-là, le panier, l'argent que mettent les Canadiens en termes de dépenses en consommation dans les ménages a augmenté. C'est ce qui a augmenté le plus. C'est la plus grande dépense des Canadiens actuels, c'est la dépense en biens essentiels de consommation. Et c'est ça qui explique la crise actuelle. C'est le fait que les gens sont plus capables de se payer une maison, d'investir dans leur vie, d'avoir un logement. On n'est plus capable de construire parce que ça coûte trop cher à cause des matériaux. Fait que les entreprises de construction, ils vivent pas. Les entreprises de transformation, ils vivent pas de ça. Pendant ce temps-là, les Canadiens sont occupés à tout investir leur argent pour se nourrir puis pour se payer des besoins de base qui coûtent encore plus cher qu'avant. Fait que pendant qu'ils mettent tout cet argent-là, c'est une perte immense d'achat. Puis pendant que le produit intérieur brut du Canada augmente sous un protectionnisme puis qu'il y a des créations de richesses dans l'économie, tout va bien, la seule chose qui freine réellement l'économie puis qui crée une crise économique spéculative, c'est le prix désorbitant des choses. C'est une crise inflationniste sur les prix, l'insécurité des prix, l'imprévoyance des prix qui fait en sorte qu'il n'y a plus personne demain matin qui sait comment que ça va coûter se bâtir une maison, se partir une entreprise, transformer de tels matériaux, se faire un repas, puis inviter sa famille ou tout simplement vivre sa vie puis payer ses factures comme tout le monde parce que tout est assujetti et porté à augmenter dans les prochaines années parce qu'il n'y a rien qui place un plafond, qui plafonne les prix au Canada dans un contexte où on joue sur le prix et que même cette pratique-là a des grosses répercussions et des conséquences sur l'économie. Je veux dire, c'est en train de jouer sur la bourse. Si on continue dans ce sens-là, c'est la bourse qui pourrait cracher parce qu'on n'est pas capable de se raisonner au Canada sur l'équitabilité dans le domaine de la consommation.
vis-à-vis les citoyens et les entreprises.